Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de cette émission, Easy Plainte, nouveau service pour déposer une plainte en ligne, le droit du travail à l'heure du numérique et enfin une étude sur les General Counsel dans les sociétés européennes. Et pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir Jeffrey Skinazi, avocat pénaliste et créateur d'Easy Plainte. Jeffrey, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Je suis ravi de venir vous parler d'Easy Plainte. Alors, qu'est-ce qu'Easy Plainte? Alors, Easy Plainte, c'est une solution. C'est une solution face à un problème qui est connu depuis très longtemps et qui renvoie au classement sans suite des plaintes et à un traitement inapproprié des infractions. Voilà. L'habitude de plaider au pénal m'a confronté aux auteurs des infractions, bien sûr, mais également aux victimes. Et je sais la difficulté, par voie de conséquence, de défendre ses intérêts lorsqu'on est une victime en France. On en parle d'ailleurs actuellement abondamment avec toutes les infractions qui sont poursuivies, les atteintes sexuelles, les violences policières. C'est un sujet de grande actualité. Et le désarroi, je dirais, de mes clients face aux difficultés de déposer une plainte, d'en assurer le suivi, de recueillir une information adéquate concernant effectivement la suite de la plainte qui aura été déposée, m'a éveillé à la nécessité et à l'opportunité de créer un service approprié. Il y a bien sûr toutes les évolutions de la profession d'avocat, la digitalisation, le numérique, auquel on n'est pas indifférent. Même lorsqu'on est un ancien avocat, on essaye d'avoir l'esprit suffisamment ouvert, de capter l'information utile et de faire évoluer son métier en conséquence. Alors Easy Plainte, c'est... Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très facilement. En fait, d'abord, il faut peut-être expliquer quel est l'état du droit avant que Easy Plainte n'existe, c'est-à-dire l'ancien monde, je dirais. Alors l'ancien monde, c'est la difficulté d'aller déposer plainte, c'est d'être confronté à un service de police ou de gendarmerie avec un fonctionnaire de police qui ne veut pas nécessairement recevoir votre plainte, qui n'est pas nécessairement disponible pour cela, qui ne comprend pas toujours d'ailleurs le sens de la plainte que vous voulez déposer, qui vous en dissuade souvent, vous invite à déposer une main courante plutôt qu'une plainte. C'est le temps nécessaire, l'ancien monde, c'est le temps nécessaire pour aller déposer une plainte dont tout le monde ne dispose pas nécessairement. C'est l'appréhension de se présenter devant un service de police pour certains types d'infractions, avec la pudeur qui peut être la nôtre, avec la crainte d'avoir à exposer quelque chose qui procède et qui appartient à l'intime. Et puis, c'est la difficulté peut-être d'exprimer les choses comme on voudrait les exprimer, définitivement de les qualifier comme on voudrait pouvoir les qualifier. Et c'est lorsqu'on veut avoir recours à un avocat, non pas pour déposer une plainte auprès d'un service de police, mais la déposer directement auprès des parquets, des procureurs de la République, comme c'est possible, de faire le choix d'un avocat voilà, qu'on ne connaît pas nécessairement, vers lequel on sera plus ou moins bien dirigé, avec lequel il faudra prendre rendez-vous, qui accusera le temps de la compréhension de votre problématique. Donc Easy Plainte, c'est aussi l'idée de favoriser la mise en relation vers un avocat? Alors Easy Plainte, c'est un accompagnement pour les victimes, pour la conception et le dépôt de la plainte. Ensuite, c'est un service d'avocat. C'est une plateforme d'avocats pénalistes qui est animée par des avocats pénalistes pour des clients qui ont effectivement une problématique de nature pénale. Et puis ensuite, effectivement, le réseau d'Easy Plainte peut prendre en charge le suivi de la plainte. Mais ce n'est pas la vocation première. La vocation première, c'est l'aide à la conception et au dépôt. Et ensuite, le suivi, c'est effectivement une facilité qui est offerte par Easy Plainte par le recours aux avocats qui appartiennent au réseau pour lequel on est en train d'organiser un maillage national. Donc en fait, c'est un accompagnement des victimes. C'est un accompagnement des victimes, ça se fait en ligne, c'est rapide, ça coûte pas cher et ça vous permet effectivement de déposer une plainte sous signature d'un cabinet d'avocats et de vous donner comme ça la chance de pouvoir faire prêter une attention à votre récrimination, au grief que vous adressez à celui qui vous a qui a commis une faute vis-à-vis de vous de nature pénale. Pour conclure, comment vous imaginez le développement de votre service ?
Alors, je pense qu'il y a énormément de possibilités, non seulement avec les particuliers qui nous sollicitent déjà amplement. Nous avons actuellement, alors que nous avons commencé il y a quelques semaines, plus de 50 sollicitations par jour. Donc je pense que c'est un service qui est appelé à se développer, qui offre une prestation qui est beaucoup plus intéressante que la pré-plainte en ligne, qui n'est qu'une modalité d'accès au service de police, mais qui ne vous donne pas le service que nous proposons. Nous pensons que non seulement les particuliers vont s'adresser à nous, mais également les institutions, les grosses associations, les comités d'entreprise, les syndicats, les sociétés commerciales qui ont des services de fraude, banques, assurances, qui déposent des plaintes à répétition pour des motifs qui sont peu ou prou les mêmes. Nous pensons que nous pourrons accueillir des actions collectives, des actions pénales collectives, les organiser, en faciliter la mise en œuvre et l'accompagnement, encore une fois. Donc nous pensons que les possibilités sont extrêmement importantes. Nous travaillons énormément au développement du réseau, c'est-à-dire à la sélection de collaborateurs, à la formation de collaborateurs, à la constitution d'une data efficace et appropriée. Nous travaillons à l'identification des moyens d'accès les plus efficaces aux services de police ou au parquet, c'est-à-dire aux services judiciaires d'une manière générale, avec lequel il est important d'établir un dialogue qui leur permette de comprendre que nous ne sommes pas concurrents ni antagonistes, mais complémentaires, puisque nous faisons un tri qui nous permet effectivement, qui nous permet la qualification appropriée des choses, et nous les convainquons que nous leur faisons gagner un temps considérable. On va terminer là-dessus. Merci Geoffrey d'être passé sur le plateau. Merci, c'est avec plaisir. Merci. Alors on poursuit Lex Inside pour parler cette fois des General Counsel dans les sociétés européennes. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir François Rentens, consultant en charge de la pratique juridique chez Spencer Stuart. François, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous venez de faire une étude sur les General Counsel dans les principales sociétés européennes. Quelles sont les tendances que vous observez? Écoutez, on observe 4 tendances principales. La première, c'est une féminisation accrue. La seconde va être qu'il y a une plus forte internationalisation du profil du directeur juridique. La troisième va être qu'il y a un impact plus important sur l'expérience managériale préalable. Et la dernière, c'est qu'on prend des personnes légèrement plus âgées, peut-être pas en France d'ailleurs, mais en Europe en général. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conduit une étude sur les 6 principaux indices européens, le CAC 40, le FTSE 100, le DAX, le BEL 20, l'AEX et l'IBEX 35, pour regarder qui sont les directeurs juridiques de ces différentes sociétés et analyser leur parcours, de façon à pouvoir déterminer comment on devient directeur juridique de façon générale. Et on a remarqué 4 choses intéressantes. Donc la première, c'est une féminisation. En fait, on a été très surpris. Vous savez qu'il n'y a que 25% des directeurs juridiques de ces groupes qui sont des femmes, alors que 70% de la population juridique dans les sociétés sont des femmes. Il y a donc un vrai problème de rattrapage d'égalité homme-femme qui doit être faite. Et donc, on a remarqué au cours des 3 dernières années, la majorité des nominations dans ces groupes sont des femmes, et c'est une bonne chose. Il y a donc un réel effet de rattrapage. La seconde chose qu'on a remarqué, c'est l'internationalisation de la fonction. Ces groupes sont de plus en plus grands, ont des activités mondiales, globales, et donc finalement, la nationalité du directeur juridique importe beaucoup moins qu'avant. Alors qu'avant, il était essentiel que le directeur juridique d'un groupe français soit français, puisqu'il devait connaître le droit français pour opérer correctement. Ceci n'est plus aussi vrai qu'avant. On remarque de plus en plus souvent que le directeur juridique va avoir une nationalité différente de celle du groupe qui l'engage. En France, par exemple, 40% des directeurs juridiques ne sont pas français. Vous avez des Américains, des Anglais, des Canadiens, un peu de tout. Et c'est une bonne chose et ça démontre bien la globalisation de la fonction. Le second point qu'on remarque dans cette internationalisation, c'est que quand bien même on aurait la même nationalité, c'est quand même la majorité des cas, on a dans beaucoup de cas, en tout cas beaucoup plus qu'avant, eu une expérience d'expatriation. Donc vraiment, on a travaillé à l'étranger et idéalement dans un continent différent. C'est d'ailleurs quelque chose que nos clients nous demandent beaucoup. C'est s'assurer que la personne qui va devenir le directeur juridique n'a pas seulement vécu à l'étranger, mais a vraiment vécu dans des continents différents pour vraiment connaître la culture d'un autre pays, d'un autre continent, de façon à mieux percevoir les subtilités lorsqu'on gère une équipe qui maintenant est globale. Et
tout à fait virtuel. D'ailleurs, la fonction juridique était très précurseur dans ce sujet-là. Ça m'amène au troisième point, qui est la nécessité d'avoir un vrai background de manager, d'avoir des soft skills très développés. On veut un leader, mais plus un leader qui est l'expert et qui donne la bonne parole, quelqu'un qui aide ses équipes, qui est en support de l'équipe. Ça veut dire quoi concrètement? Donc une personne qui va aider à développer les gens. Les juristes sont des gens très compétents, sont des experts dans leur matière, ils n'ont pas besoin d'être micromanagés. Ils ont besoin de quelqu'un qui va avoir une vision, qui va donner un cadre, qui va les aider à grandir eux, qui sera donc en support, mais qui va aussi leur donner les outils qui leur permettront de se consacrer aux tâches qui sont importantes pour eux et surtout pour leurs clients internes, comme on les appelle dorénavant, de façon à ce qu'ils puissent dégager de la valeur ajoutée beaucoup plus importante et devenir de vrais business partners. On va parler de digitalisation, d'automatisation, éventuellement de détachement dans différents endroits. Le directeur juridique, depuis longtemps, dans ces groupes-là, c'est gérer une équipe de façon virtuelle. Pour eux, ce n'est pas une surprise. Ce mouvement de legal operations? Absolument, on en voit de plus en plus donc dans ces grands groupes-là, les legal operations, mais legal innovation aussi. Énormément de ces groupes ont une personne ou même une équipe qui va se charger de mettre en place des programmes informatiques qui vont aider l'équipe à se consacrer aux tâches qui sont réellement essentielles et en se délaissant ou en automatisant tout l'administratif et en évitant en fait que le service juridique, comme c'était le cas avant, devienne un petit peu le réceptacle de tout l'administratif d'un groupe. Alors, un autre fait notable de votre étude, c'est que 2 General Counsel sur 3 de ces sociétés européennes ont été avocats auparavant. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a d'abord, c'est vraiment devenu essentiel de nos jours, mais même avant, d'avoir commencé sa carrière au barreau avant d'ensuite rentrer en entreprise. Ce qu'on remarque, c'est 2 choses. Donc, il y a effectivement la majorité d'entre eux est passée en cabinet d'avocat et principalement les cabinets prestigieux internationaux. Ça, c'est un. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est que la durée de leur poste de directeur juridique en cabinet sera plus courte qu'avant. Il est important de passer en entreprise plus vite pour pouvoir plus rapidement acquérir les compétences dans l'entreprise. Donc, parler aux opérations, s'en sentir comment placer un risque, ne pas avoir une étude pure et dure d'un risque juridique, mais au contraire être pragmatique et arriver avec des solutions simples. C'est intéressant dans ce moment où on parle de l'avocat salarié en entreprise en France. Ah mais c'est absolument essentiel. Enfin, moi-même, j'ai été directeur juridique, mais j'ai aussi été avocat. Et quand j'étais avocat, j'ai fait un détachement en entreprise. Et ça, c'est extrêmement utile. Parce que ça permet vraiment à l'avocat de comprendre comment son avis est perçu, comment son service est perçu par le client et ce que le client en fait. Et ce dont le client a réellement besoin. Donc pour moi, je trouve que c'est une excellente initiative et ça va tout à fait dans le sens de ce que l'étude dit et ce que l'étude montre. Ce qu'on remarque aussi, c'est que rester trop longtemps en cabinet d'avocat ne va pas forcément vous garantir plus de chances de devenir directeur juridique, au contraire. Et en définitive, quel est le profil type du General Counsel? Alors, ce qu'on voit pour le moment, c'est que c'est généralement un homme de 50 ans qui a une expérience internationale, qui, avant d'être nommé, aura été directeur juridique, aura effectué des fonctions de manager, et quelqu'un qui a une éthique et une intégrité assez forte pour être vraiment le moral compass, je dirais, de la société. La pression réglementaire étant de plus en plus forte, on a vraiment besoin d'un guide au travers de ce fatras de règles. On va conclure là-dessus. Merci François Rentens d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Alors on termine ce Lex Inside avec Yann Maël Larreur, avocat chez Legal Brain et auteur de l'ouvrage Le droit du travail à l'heure du numérique. Yann Maël, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi de faire cet ouvrage ? Alors en fait, cet ouvrage est issu de ma réflexion. J'ai fait une thèse sur les relations numériques de travail que j'ai soutenue en 2017 sous la direction du professeur Césaro. Et avec Jean-Emmanuel Ray comme président de jury, on ne pouvait pas mieux faire. Et quelques années plus tard, il y avait pas mal de choses que j'ai écrites qui se sont révélées assez justes et assez criantes, notamment au tournant du début de l'année dernière avec la crise sanitaire. Ce qui n'était que des soubresauts se sont un petit peu révélés à la face de tous les juristes et puis même de tous les travailleurs en France. Le droit du travail craquelait. Aujourd'hui, il se fissure.
Alors justement, la crise, vous venez de le souligner, a changé beaucoup de choses, notamment en termes d'organisation du travail. Quel regard portez-vous sur ces changements ? Oui, alors le principal changement, c'est qu'on a vu une formidable accélération de la mobilité des collaborateurs ou de la démobilité, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les travailleurs pouvaient travailler partout. Aujourd'hui, on leur demande de travailler essentiellement depuis chez eux, et ce n'est pas sans conséquence. Finalement, les outils numériques qui étaient préexistants depuis longtemps, mais dont on ne saisissait pas toutes les potentialités, aujourd'hui, on les utilise. Pas toujours à bon escient, mais en tout cas, on les utilise tous. Et tout un tas d'entreprises qui disaient c'est pas possible pour moi, des salariés aussi qui disaient la même chose, le télétravail, c'est pas pour moi, c'est pas adapté à mon poste. Aujourd'hui, on voit qu'on peut travailler à distance. Après, il y a un vrai holà, c'est qu'on n'a pas mis encore en place le cadre qui va avec cette organisation numérique. Et justement, quel cadre il faudrait ? À mon avis, il faudrait un cadre beaucoup plus souple, beaucoup plus proche des individus et des collectifs de travail, et pas forcément au niveau des branches. Par exemple, quand on pense à la branche de la métallurgie, entre des gens qui sont qui travaillent encore comme il y a 100 ans, et des gens, notamment des professions intellectuelles, qui travaillent au service communication, il y a deux mondes, et il y a peut-être deux règles différentes à appliquer, notamment sur le temps de travail, sur le lieu de travail. Et si on veut protéger tout le monde, il faut peut-être différents types de réglementation. Alors il y a un autre sujet qui est particulièrement prégnant, c'est celui de la régulation des réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous suivez de près. Quel est votre point de vue sur cette question ? Alors souvent, il y a deux points de vue assez extrêmes. Il y a ceux qui veulent tout interdire et ceux qui veulent tout libérer. Moi, je me situe un petit peu entre les deux. Je pense qu'il y a du bon dans les réseaux sociaux. Notamment, on voit bien qu'aujourd'hui, ça libère la parole sur un certain nombre de sujets qui étaient des tabous. Donc, on brise beaucoup de tabous dans la société. Parallèlement, on voit que les institutions doivent s'adapter. Il faut renouveler les institutions parce que les réseaux sociaux, c'est pas forcément eux le problème. On voit surtout qu'on a beaucoup d'institutions qui sont en bout de course et qui n'arrivent pas à suivre. Je pense notamment à la justice prud'homale. On voit que les tribunaux aujourd'hui sont encombrés et que les salariés n'arrivent pas à faire valoir légitimement leurs droits. On parlait tout à l'heure du télétravail. Le gouvernement dit que le télétravail doit être obligatoire. On parle de protection de la santé. Et puis finalement, il n'y a pas de gendarme, il n'y a personne pour rappeler les entreprises ou les collaborateurs qui voudraient enfreindre les règles. Et donc ça, c'est un vrai problème d'institution. Et les réseaux sociaux, c'est plutôt le grand révélateur. Et il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que souvent on dit que dans les entreprises, on se méfie, comme les institutions, des réseaux sociaux, qui seraient vus comme le grand méchant, mais vaut mieux souvent prévenir que guérir. Et donc moi, j'invite vraiment les entreprises à ouvrir le dialogue en leur sein, à se mettre sur les réseaux sociaux d'entreprise. Et si ça veut dire aussi faire des chartes peut-être d'utilisation ? Des chartes. Alors les chartes d'utilisation, c'est surtout pour l'extérieur. Mais à l'intérieur de l'entreprise, moi j'insiste, il faut, au lieu de dire aux salariés tout ce qu'on n'a pas le droit de dire, il vaut mieux dire, voilà, vous pouvez échanger sur tous ces sujets-là. Et les réseaux sociaux d'entreprise peuvent renouveler le dialogue au sein de l'entreprise et éviter justement qu'on lave son linge sale sur la place publique si on a l'autorisation en interne. Et très souvent, les crises réputationnelles, les gens qui se font licencier parce qu'ils ont critiqué leur entreprise à l'extérieur, souvent, c'est des choses qui auraient pu être réglées en amont si on avait permis à ces personnes de s'exprimer en interne. Et c'est gagnant pour l'entreprise parce que du coup, sa réputation n'est pas atteinte. Et puis, c'est gagnant pour les collaborateurs individuellement puisqu'ils ne se font pas licencier. Et collectivement, c'est aussi l'émergence de nouveaux droits. On voit bien que les syndicats peinent aussi à se mettre dans cette course numérique. Et puis, en fait, l'agrégation de nos tweets, c'est peut-être aussi de nouveaux collectifs en ligne. Et donc, je pense qu'il faut pousser cette réflexion dans les organisations, au niveau des individus et puis aussi au niveau des institutions. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.